licencié après une victoire à 750 millions de dollars. Le directeur financier fait glisser une enveloppe. Je reste calme, vérifier la clause 72B. Toute la pièce se fige, le client appelle mon nom. Puis, avec un seul email, une demande de remboursement de 7,2 milliards de dollars. Je suis entré dans cette salle de conseil d'administration, portant avec moi la plus grande victoire de ma carrière. Ce fut le résultat de 9 mois de négociations acharnées, de vols incessants vers Washington, et de discussions serrées avec les responsables des achats de Navcom, des gens capables de repérer le moindre mensonge à des kilomètres. Ce contrat de défense navale de 750 millions de dollars, enfin, était à moi. Les coupes de champagne avaient trinqué, les poignées de main s'étaient enchaînées, et, pour la première fois depuis des semaines, je pouvais enfin respirer. Ce matin-là, pourtant, devait être un moment de reconnaissance. Vous savez ce que l'on ressent, quand toutes ces nuits tardives, et tous ces dîners de famille manqués, finissent enfin par payer. C'est exactement ce que j'attendais. À la place, Patrick Warren n'a même pas levé les yeux, lorsque je suis entré dans la pièce. Au fait, je m'appelle Ryan Palmer. J'ai 48 ans, et je travaille dans le domaine des contrats de défense depuis maintenant 20 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans la marine. Ce passé militaire, c'est précisément ce qui a rendu toute cette histoire possible. Alors, j'étais là. Encore sur un petit nuage après avoir conclu le plus gros contrat qu'Eastbridge Défense ait vu passer depuis 5 ans. Patrick Warren, notre directeur financier, était assis derrière cette table en chêne verni, comme s'il passait en revue une simple liste de courses. Sans un mot, d'un coup de poignet, il a fait glisser une enveloppe sur la surface polie. Elle a atterri devant moi, avec un bruit sourd, qui a brisé le silence de la pièce. Effet immédiat, a-t-il dit, d'un ton totalement neutre. Vous êtes réaffecté. Ces mots m'ont frappé comme un tir d'artillerie. J'ai gardé un visage impassible. 8 ans d'entraînement dans la marine ne s'effacent pas comme ça, mais, à l'intérieur, mon esprit a immédiatement commencé à faire une analyse tactique. Ce n'était pas juste. On ne rétrograde pas le gars qui vient de rapporter 3/4 de milliards de dollars. Assistant de direction, a ajouté Patrick, sans toujours croiser mon regard. Rémunération ajustée en conséquence. 20 ans. Cela faisait 20 ans que je travaillais chez Eastbridge Défense. J'y avais débuté comme simple spécialiste des contrats juniors, juste après avoir quitté la marine. J'avais gravi les échelons jusqu'à devenir vice-président des acquisitions mondiales de défense. Je connaissais chaque clause, chaque règlement sur les marchés publics, et chaque relation qui comptait dans ce milieu. La victoire de la semaine dernière n'était pas un coup de chance. C'était le résultat d'une compréhension profonde du fonctionnement réel des achats militaires, une chose que l'on n'apprend pas dans les écoles de commerce. J'ai ramassé cette enveloppe, d'une main ferme. La lettre, à l'intérieur, était clinique, efficace, mon titre m'était retiré, mon salaire était massacré, et mon autorité, transférée. Cependant, un détail m'a noué l'estomac encore plus fort que le reste. La date, tout en bas de la page. La lettre avait été signée 3 jours plus tôt, avant même que l'accord avec Navcom ne soit finalisé. Ce n'était pas une réaction à chaud. Tout cela avait été planifié. Dans l'armée, on appelle cela une manœuvre de flanc. Pendant que j'étais concentré sur l'objectif de la mission, il s'était repositionné pour m'éliminer par derrière. Une erreur tactique classique, de ma part. J'avais bêtement supposé que mes alliés maintiendraient leur position. Le trajet de retour en voiture, ce soir-là, a semblé beaucoup plus long que d'habitude. Je ne cessais de penser à Lisa, ma femme, qui se battait contre sa 3e série de chimiothérapie. Son cancer du sein était revenu, très agressif cette fois, et les traitements
nous coûtait 15 000 $ par mois. Il y avait aussi notre fils Tommy, 17 ans, fermement décidé à suivre mes traces en entrant à l'Académie navale. Les cours de préparation, ainsi que les dossiers d'inscription, n'étaient pas donnés. 8 000 $ par semestre. Et puis mon père, Walt Palmer, vétéran du Vietnam. Placé aujourd'hui dans un centre spécialisé, car sa mémoire vacille. Il fallait compter 4 000 $ par mois pour lui offrir des soins décents. Mais il avait mérité chaque dollar en servant notre pays. Mon nouveau salaire d'assistant de direction, lui, s'élevait à 2400 $ par mois. Je me suis garé dans notre allée, et je suis resté assis là, un moment, à faire les calculs. Le remboursement de la maison, à lui seul, était de 3 200 $. Ajoutez à cela les factures médicales de Lisa, la préparation de Tommy pour l'académie, et le centre de soins de mon père. Nous nous retrouvions avec plus de 30 000 $ d'obligations mensuelles, face à un salaire de 2400 $. J'avais survécu à des tirs croisés dans le golfe Persique, pendant mes années dans la marine. Pourtant, cette guerre d'entreprise risquait bien d'être celle qui me mettrait à terre. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé les factures étalées sur le comptoir, là où Lisa les avait laissées. Elle les avait classées par date d'échéance, comme elle le faisait toujours. Les factures d'oncologie se trouvaient au-dessus, et ces chiffres froids représentaient un mois de plus à la garder en vie. Juste en dessous, il y avait la facture des frais de scolarité de Tommy, pour son programme préparatoire à l'Académie navale. Tout en bas, se trouvait le relevé du centre de soins de mon père. Lisa a levé les yeux de son ordinateur portable, sur lequel elle effectuait des recherches concernant des essais cliniques. Le foulard qu'elle portait masquait l'absence de ses cheveux, mais ses yeux, eux, brillaient toujours de cette même étincelle qui m'avait fait craquer, il y a 25 ans. Comment s'est passée la réunion de félicitations, m'a-t-elle demandé. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Pas alors qu'elle se battait si durement, simplement pour rester parmi nous. Pas alors que Tommy était à 3 mois de son entretien pour l'académie. Pas alors que mon père avait besoin de soins que seul l'argent pouvait financer. Juste des questions de réorganisation interne, ai-je répondu. Rien de bien important. Mentir à sa femme alors qu'elle se bat contre le cancer, c'est pourtant ce qu'un homme peut faire de plus bas. Je savais que je devais trouver une solution. Rapidement, avant que les factures ne soient rejetées, et que notre monde entier ne s'effondre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je continuais de penser à Lucas Bradley, ce diplômé d'un MBA de Wharton, que je parrainais depuis 3 ans. C'était un garçon intelligent, ambitieux, mais il ne comprenait absolument pas le côté militaire des contrats de défense. J'avais passé d'innombrables heures à lui enseigner le fonctionnement réel des marchés publics, à lui expliquer pourquoi les relations humaines comptaient plus que les tableurs Excel dans ce secteur, et à lui montrer comment lire entre les lignes face au haut gradé. Le lendemain matin allait m'apporter des réponses pour lesquelles je n'étais pas prêt. Vous connaissez le dicton, aucun bienfait ne reste impuni. J'étais sur le point de découvrir exactement ce que cela signifiait. Le lendemain matin, traverser l'étage de la direction m'a donné l'impression de pénétrer en territoire ennemi. La première chose que j'ai remarquée, ce fut l'espace vide sur la porte de mon bureau, là où se trouvait ma plaque nominative. Il ne restait plus qu'un rectangle propre de résidus d'adhésif, à l'endroit exact où l'inscription « Ryan Palmer, vice-président des acquisitions mondiales de défense » était affichée. Depuis 5 ans. À l'intérieur de mon ancien bureau, ils avaient déjà vidé mes dossiers personnels. Mon badge d'accès, lui, ne permettait plus d'ouvrir les armoires de rangement que j'avais organisées au fil des ans. Même mon adresse email professionnelle était désactivée. Lorsque j'ai tenté de me connecter, le système a simplement affiché « compte non reconnu ». C'était comme si 20 ans de travail venaient d'être effacés d'une simple pression sur une
Touche. J'étais en train de déménager mes affaires dans un box au 2e étage, quand j'ai entendu des voix provenant de la salle de conférence principale. À travers la paroi vitrée, j'apercevais une présentation en cours. Le diaporama m'a semblé familier, vraiment très familier. C'était mon travail. La stratégie exacte que j'avais développée pour le contrat Navcom. Mais quelque chose clochait. Là où il était écrit auparavant, négociateur principal, Ryan Palmer, on pouvait désormais lire, directeur des partenariats stratégiques de défense, Lucas Bradley. Ma photo avait été complètement recadrée, puis remplacée par le portrait de Lucas. Le gamin était là, debout, à présenter ma stratégie comme s'il l'avait développée lui-même. Lucas Bradley. Je l'avais pris sous mon aile 3 ans auparavant, lorsqu'il était arrivé tout frais et moulu de Wharton, avec son MBA en poche, mais sans la moindre notion du fonctionnement des marchés publics. Militaire. Un garçon plutôt intelligent, certes. Mais le savoir théorique ne vous mène pas bien loin dans le domaine des contrats de défense. J'avais passé des heures innombrables à lui enseigner les rouages du métier, à lui expliquer pourquoi certaines clauses étaient cruciales, comment décrypter l'attitude des officiers, et ce que les responsables des achats voulaient réellement entendre. Je me souvenais de l'époque où il me suivait comme une ombre, lors des premières réunions avec Navcom, griffonnant des notes comme si sa vie en dépendait. Je lui avais expliqué qu'une simple virgule mal placée, dans un contrat militaire, pouvait coûter des millions. Je lui avais montré que les relations avec les responsables des achats prenaient des années à se construire, et pourquoi l'armée accordait sa confiance aux personnes ayant réellement servi sous les drapeaux. En le regardant présenter mon travail au conseil d'administration, j'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'était pas seulement de la politique d'entreprise. C'était personnel. À la fin de la réunion, Lucas a croisé mon regard à travers la vitre. Il s'est approché, affichant un sourire poli qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Je ferai de mon mieux, a-t-il dit, marquant une pause juste assez longue pour que ces mots fassent leur effet, pour poursuivre ton travail de fondation, Ryan. Un travail de fondation. 20 ans d'expertise se retrouvaient réduits à un simple travail de fondation. Tu m'as bien formé, a-t-il ajouté, avant de s'éloigner d'un pas assuré. Cette démarche typique de ceux qui s'imaginent avoir mérité ce qu'ils ont usurpé. Cet après-midi-là, alors que je vidais mon bureau, un dossier a glissé de la pile de papier. Une note de service était coincée à l'intérieur, imprimée de manière très pâle, comme si elle n'avait jamais dû être lue. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une correspondance de routine, mais une ligne m'a arrêté net. Objectif stratégique, écarté RP. Les lettres étaient claires, délibérées. Et le document était daté de 4 mois auparavant. 4 mois. Ce n'était pas une décision soudaine, prise après un mauvais trimestre ou à cause d'un conflit. 2 personnes. Ils avaient planifié de se débarrasser de moi bien avant que je ne commence les négociations pour le contrat Navcom. J'avais été piégé dès le départ. Dans le Marine, on nous apprenait à analyser les failles de renseignement. C'était un cas d'école. J'avais été tellement concentré sur les menaces extérieures, et sur la nécessité de battre la concurrence pour remporter ce contrat, que j'avais complètement manqué le complot interne. Pendant que je tissais des liens avec les responsables des achats de Navcom, Patrick et Lucas. Eux, montaient un dossier contre moi. Le poids de toute cette situation m'a frappé de plein fouet, ce soir-là. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec ces factures de nouveau étalées devant moi, refaisant les calculs encore et encore, espérant secrètement que les chiffres finiraient par changer. Le traitement d'oncologie de Lisa s'élevait à 14 750 $ pour ce mois. La préparation de Tommy pour l'Académie navale coûtait 7 800 $ pour le semestre. Le centre de soins pour vétérans de mon père exigeait 4 200 $ par mois. Notre prêt immobilier s'élevait à 3 200.
$. Total des obligations mensuelles, un peu plus de $30 000. Mon nouveau salaire d'assistant de direction, 2400 $ par mois. Un tel gouffre ne pouvait pas être comblé par de petits boulots, ou en réduisant les dépenses. C'était une dévastation financière, pure et simple. Nous avions tout au plus 2 mois devant nous, avant que tout ne commence à s'écrouler. J'avais survécu à des zones de combat dans le golfe Persique, j'avais vu des hommes courageux mourir, et j'avais pris des décisions de vie ou de mort sous le feu ennemi. Pourtant, assis à cette table de cuisine, je me sentais plus impuissant que je ne l'avais jamais été lors d'un affrontement armé. Au combat, au moins, on peut riposter. Mon téléphone a vibré vers 21 h, ce soir-là. L'écran affichait un numéro de Washington DC que je ne connaissais pas. En temps normal, je n'aurais pas répondu, car il y a trop d'appels frauduleux ces temps-ci, mais un pressentiment m'a poussé à décrocher. Monsieur Palmer, bonjour. Je m'appelle Daniel Brox. Je suis avocat spécialisé dans les contrats de défense, et j'ai examiné l'accord conclu entre Eastbridge et Navcom. Mon pouce est accéléré. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. C'est bien vous qui avez rédigé la clause 72B, dans le contrat d'origine? J'ai dû réfléchir une seconde. Tant de clauses, tant de négociations. Puis, je m'en suis souvenu. Oui, tout à fait. Pourquoi? Alors, vous devez écouter ceci. Cette clause est absolument blindée, monsieur Palmer. Elle est dénuée de toute ambiguïté. Si la liaison militaire désignée de Navcom est réaffectée, ils ont parfaitement le droit d'annuler le contrat, et d'exiger le remboursement intégral des sommes versées. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai saisi un stylo, puis j'ai commencé à prendre des notes. Ce n'est pas seulement applicable, a poursuivi Daniel. C'est en béton armé. Aucun tribunal, quelle que soit sa juridiction, ne pourrait contester ça. Validité. Est-ce qu'Eastbridge est au courant? Ils auraient dû le remarquer lors de l'examen juridique. Mais voici le cœur du problème, Navcom. Vous avez spécifiquement réclamé pour ce contrat. Ils voulaient absolument quelqu'un ayant une expérience militaire réelle, et pas seulement des diplômes de commerce. Ils m'ont contacté dès qu'ils ont appris votre réaffectation. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Après des semaines passées à me sentir effacé, invisible, et oublié, je redevenais soudainement indispensable. Ils veulent vous rencontrer directement, a ajouté Daniel. Ils remettent en question l'intégrité d'Eastbridge. Sans votre supervision, ils ont déjà de sérieux doutes sur l'ensemble de l'accord. Lorsque l'appel a pris fin, je suis resté assis là, les yeux fixés sur mes notes. Pour la première fois depuis que Patrick Warren avait fait glisser cette enveloppe sur la table, je ne me sentais plus impuissant. Cette clause n'était pas seulement une protection juridique. C'était un moyen de pression. Et ce moyen de pression, je commençais à le comprendre, représentait le pouvoir. Cette nuit-là, j'ai sorti mon vieux porte-documents en cuir, celui de mes années dans la marine. Je l'avais transporté lors de chaque déploiement, et de chaque négociation de contrat, au cours des 20 dernières années. Sa couverture usée portait les marques de mes voyages, et les pages intérieures étaient truffées de cartes d'embarquement ainsi que de reçus d'hôtel. Je cherchais un élément très précis, mes notes issues des négociations de Genève, menées 6 mois plus tôt. Et là, écrit de ma propre main, je l'ai trouvé. Clause 72B, tout changement d'affectation de la liaison militaire désignée accordera au client le plein droit d'annuler le contrat, et d'exiger la restitution de 7,2 milliards de dollars. Je me souvenais de l'avoir rédigé. Le responsable des achats de Navcom m'avait pris à part lors d'une pause. Nous nous sommes déjà fait piéger par le passé, m'avait-il confié. Nous voulons votre nom sur ce document, Palmer, et pas
seulement celui de l'entreprise. Trop de sous-traitants changent d'équipement. Cours de route, une fois la signature obtenue. J'avais donc rédigé cette clause en guise de garantie, ce qui est, en réalité, une pratique courante dans les marchés publics de la défense. Quand vous achetez des systèmes d'armes de plusieurs milliards de dollars, vous exigez de la continuité. Vous voulez que le type qui a négocié l'accord soit également celui qui supervise la livraison. 20 ans de renseignement, de relations et de maîtrise des protocoles. Il s'était imaginé pouvoir remplacer tout cela par un jeune diplômé d'école de commerce, qui n'avait jamais passé une seule journée à essayer de comprendre comment fonctionnent réellement les achats de l'armée. Une erreur classique, sous-estimer les capacités de l'adversaire. Le lendemain matin, j'ai rédigé l'email le plus important de toute ma carrière. Il se devait d'être clinique, factuel, et parfaitement professionnel. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste la vérité brute, délivrée avec la précision d'un scalpel. Pour votre information, Eastbridge a retiré mon autorité opérationnelle à compter de ce vendredi. Veuillez vous référer à la clause 72B de l'accord signé, concernant vos droits. En cas de modification de la supervision désignée. Je reste à votre entière disposition pour répondre à toute question relative au protocole d'achat. C'était tout. Court, précis, et absolument dévastateur. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'envoi. En un seul clic, je pouvais tout défaire. Le plus grand contrat d'Eastbridge, les projections trimestrielles de Patrick et la promotion volée de Lucas. Le poids de ces 7,2 milliards de dollars pesait lourdement sur mes épaules. J'ai repensé au regard méprisant de Patrick lorsqu'il avait fait glisser cette enveloppe sur la table. J'ai repensé à Lucas, présentant ma stratégie comme si c'était son propre chef-d'œuvre. Leur arrogance les avait persuadés que j'étais sans défense. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le pouvoir se cache parfois dans le silence, attendant patiemment le moment idéal pour se manifester. J'ai cliqué sur envoyer. La réaction a été bien plus rapide que ce que j'avais imaginé. 12 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sous l'afflux de notifications. Le système d'achat de Navcom venait de signaler le contrat pour un réexamen immédiat. Toutes les transactions étaient gelées, dans l'attente d'une enquête. Moins d'une heure après, je pouvais déjà entendre le chaos s'installer à l'étage supérieur. Des voix s'élevaient de l'étage de la direction, et des pas pressés résonnaient dans les couloirs. Quelqu'un demandait pourquoi le service des achats affichait des alertes rouges. Une autre voix cherchait à savoir qui avait suspendu les commandes de Navcom. Je suis resté tranquillement dans mon box, faisant mine de rien. J'étais juste un assistant de direction de plus, plongé dans ses paperasses. À l'heure du déjeuner, la tempête avait atteint son intensité maximale. À travers les cloisons vitrées de la salle de conférence principale, je voyais le poing de Patrick Warren s'abattre sur la table avec une telle violence que les vitres en tremblaient. Comment diable cette clause 72B a-t-elle pu se retrouver dans ce contrat? Sa voix résonnait tout au long du couloir, dépouillé de son calme olympien. Cet homme, qui avait évalué ma valeur à l'aide de simples chiffres sur un tableur, transpirait désormais à grosses gouttes sous son costume sur mesure. Lucas essayait de tenir bon, mais je pouvais lire une panique totale dans ses yeux. Ce n'est pas ma faute, répétait-il en boucle. C'est Palmer qui a écrit cette clause. Pourquoi devrais-je être puni pour son erreur? Son erreur. 20 ans d'expérience, mis à profit pour intégrer des garanties dans les contrats, se retrouver qualifié des erreurs. C'est alors qu'est tombée la notification qui a tout changé. Les téléphones ont vibré à l'unisson, lorsque le service juridique de Navcom a transmis son ultimatum. Patrick l'a lu à haute voix, d'une voix totalement vidée de son autorité habituelle. Avec effet immédiat, Eastbridge doit rétablir Ryan
Palmer dans ses fonctions de liaison militaire désigné, faute de quoi, Navcom exercera son droit d'annuler le contrat et exigera le remboursement immédiat de 7,2 milliards de dollars. Un silence de mort a envahi la pièce. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation et le froissement des feuilles de papier, mais personne ne disait un mot. Un membre du conseil d'administration a laissé échapper un soupir de stupeur. Un autre a lâché son stylo. Le visage de Lucas s'est décomposé. Toute sa superbe s'est dissoute instantanément pour laisser place à une terreur pure. C'était exactement le même regard que celui que j'avais vu sur le visage de jeunes soldats, lors de leur premier affrontement. Patrick s'est frotté les tempes, visiblement dépouillé de toute envie de se battre. Pendant des années, Eddie Bean the Man in Control, celui qui décidait des carrières d'une simple signature. Aujourd'hui, les chiffres étaient en train de l'étrangler. C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional m'était familier, le nord de la Virginie, là où la moitié des sous-traitants de la défense américaine possèdent leur siège social. Monsieur Palmer, bonjour. Je suis le colonel Richard, de Titan Défense. Solution. Titan. Le plus grand concurrent d'Eastbridge. Cette entreprise que Patrick avait toujours balayée d'un revers de main, la considérant comme une menace mineure. Nous suivons de près la situation avec Navcom, a-t-il poursuivi. Nous aimerions discuter d'une opportunité avec vous. Un poste de cadre supérieur, au sein de la division des contrats de défense. La rémunération serait le double de votre salaire de base actuel, accompagné d'une participation au capital. Et vous aurez les pleins pouvoirs pour composer votre propre équipe. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, observant à travers la vitre le chaos qui se propageait là-haut. Pendant des mois, on m'avait traité comme un fantôme. Désormais, l'entreprise qu'Eastbridge redoutait le plus m'offrait non seulement une réhabilitation, mais une promotion inespérée. Nous croyons en la reconnaissance du talent, Monsieur Palmer. De plus, nous sommes convaincus que l'expérience militaire est un atout précieux dans notre secteur. L'expérience militaire est précieuse. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un, chez Eastbridge, avait prononcé ces mots? Je serais très intéressé d'en savoir plus, ai-je répondu. Mais, alors même que je fixais l'heure du rendez-vous, un autre email est arrivé. Celui-ci a fait accélérer mon rythme cardiaque. L'expéditeur était Navcom elle-même. Monsieur Palmer, nous avons exposé clairement notre position aux dirigeants d'Eastbridge. Néanmoins, nous tenons également à être parfaitement clairs avec vous, nous ne signerons ni ne poursuivrons cet accord, sous aucun prétexte. À moins que votre nom ne figure officiellement sur le document en tant que liaison désignée. Cette condition est non négociable. J'ai relu le message 2 fois, puis une 3e fois. Pour Navcom, je n'étais pas un simple employé pris au piège des luttes d'influence interne. Je n'étais pas remplaçable. J'étais, en quelque sorte, le contrat lui-même. Pour la toute première fois depuis le début de cette affaire. J'avais un choix, un vrai. Je n'étais plus impuissant. J'étais devenu un atout stratégique, le genre de profil que clients et concurrents s'arrachaient, et la décision de mon prochain point de chute n'appartenait désormais qu'à moi seul. L'entretien avec Titan Défense Solutions a été fixé au lendemain matin. Je me suis rendu à leur siège d'Arlington, situé à environ 20 minutes des bureaux d'Eastbridge, mais j'ai eu la sensation de pénétrer dans un autre univers. Alors qu'Eastbridge misait tout sur le verre et le chrome pour impressionner, le hall d'accueil de Titan exposait des photographies de véritables équipements militaires construits par leurs soins, des navires, des avions, et des systèmes d'armement. Du matériel concret, qui assurait la sécurité de nos troupes sur le terrain. Le colonel Richard s'est avéré être fidèle à ce que l'on attend d'un homme
ayant servi 30 ans dans l'armée avant de rejoindre le secteur privé. C'était un homme direct, sans fioriture d'entreprise, qui s'exprimait par des faits concrets plutôt que par des formules creuses. Cela fait des mois que nous voyons Eastbridge accumuler les maladresses, a-t-il déclaré. Navcom avait exigé spécifiquement une personne ayant un passé militaire pour ce contrat, et pourtant, ils vous ont remplacé par un gamin d'école de commerce qui ne sait probablement pas distinguer un destroyer d'un canot pneumatique. Il a fait glisser un contrat sur la table. Pas une simple enveloppe, cette fois, mais un dossier officiel, dont les conditions étaient clairement détaillées. Directeur en chef des contrats de défense, a-t-il annoncé. Salaire de base de 240 000 $, auquel s'ajoute une participation au capital estimée à environ 500 000 $, selon l'évaluation actuelle. Une prime à la signature de 100 000 $. Et voici l'élément le plus important, vous composez votre propre équipe. Vous embauchez qui vous voulez, et vous vous séparez de qui vous voulez. C'est vous qui menez la barque. J'ai parcouru les chiffres des yeux. C'était 10 fois mon salaire actuel d'assistant de direction. Une assurance santé de premier choix, qui couvrirait sans discussion possible les traitements de Lisa. C'était plus qu'assez pour garantir la formation préparatoire de Tommy, et pour offrir à mon père une place dans le meilleur centre spécialisé de la région. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un s'adressait à moi comme si j'avais de la valeur, et comme si mes 20 ans d'expérience comptaient réellement pour quelque chose. Il y a toutefois une condition, a ajouté le colonel Richard. Navcom a clairement indiqué qu'il ne traiterait qu'avec vous. Le contrat doit vous suivre, ou il n'y aura tout simplement pas de contrat. L'après-midi même, j'ai signé chez Titan. Les formalités administratives ont duré 2 heures, mais en sortant de là, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis très longtemps. C'était le même contrat naval de 750 millions de $, mais désormais, mon nom y était associé de manière définitive. Quelques heures plus tard, les gros titres commençaient déjà à tomber dans les agences de presse. Titan Défense décroche un contrat naval historique de 750 millions de $. Eastbridge risque un remboursement de 7,2 milliards de $, suite au départ d'un cadre clé. Tous les grands médias financiers ont relayé l'information, Bloomberg, Reuters, le Financial Times. Et dans chaque article, mon nom figurait en bonne place. Non. Pas comme une victime, mais bien comme l'architecte de la victoire de Titan. J'ai suivi les retombées de l'affaire en temps réel. L'action d'Eastbridge a chuté de 12% lors des transactions hors séance, tandis que les investisseurs exigeaient des explications immédiates. Le conseil d'administration a convoqué une réunion de crise. La démission de Patrick Warren a été officialisée le vendredi après-midi. Pas de grande annonce. Pas de tournée d'adieu, juste une note interne laconique évoquant sa volonté de poursuivre d'autres opportunités. Cet homme, qui m'avait congédié d'un glissement d'enveloppe, s'esquivait à présent en silence, caché derrière le jargon policé de l'entreprise. La chute de Lucas Bradley a été encore plus rapide. Dès le lundi matin, son nom avait été effacé du site web de l'entreprise. Son profil LinkedIn a été désactivé. Toutes les présentations dans lesquelles il s'était attribué le mérite de mon travail ont été supprimées, comme si elles n'avaient jamais existé. Cette même gomme numérique, qu'ils avaient utilisée contre moi, venait de le faire disparaître à son tour. Je n'ai pas fêté cela. Je n'ai pas jubilé. Je me suis simplement mis au travail. Lors de mon premier jour chez Titan, j'ai convoqué une réunion générale pour la division des contrats de défense. Environ 30 personnes se sont présentées. C'était un mélange d'anciens militaires et de contractuels civils, la plupart ayant des cheveux grisonnants. Des personnes qui savaient d'expérience que le vécu compte énormément dans ce milieu. Nous construisons quelque chose de différent ici, leur ai-je déclaré. Un endroit où 20 ans de service signifie réellement quelque chose.
Un endroit où la parole donnée est un engagement sacré, et où la loyauté s'exerce dans les deux sens. J'ai balayé la pièce du regard, fixant les yeux de chaque personne présente. Dans l'armée, nous avions un code d'honneur, ne jamais abandonner un homme derrière soi. C'est exactement de cette manière que nous allons fonctionner ici. Personne ne sera sacrifié simplement pour arranger les chiffres d'un tableur. Les hochements de tête unanimes m'ont confirmé que le message était bien passé. Ce n'étaient pas des jeunes tout juste sortis d'une école de commerce, cherchant uniquement à gravir les échelons de l'entreprise. C'étaient des professionnels aguerris, qui avaient déjà été échaudés par des structures traitant les collaborateurs comme des ressources jetables. En l'espace de 2 semaines, j'ai recruté 3 des meilleurs éléments d'Eastbridge, des personnes qui cherchaient discrètement une porte de sortie depuis qu'elles avaient vu comment j'avais été traité. Les nouvelles circulent vite dans ce secteur, les gens parlent, et, très vite. Tout le monde a su que Titan était l'entreprise où il fallait aller si long souhaitait être valorisé à la hauteur de son apport. L'équipe d'achat de Navcom a tenu à visiter nos bureaux le mois suivant. L'officier en charge, le commandant Peterson, était ce même homme qui avait insisté sur ma participation directe dès le commencement du projet. C'est exactement ainsi que les choses devraient se passer, a-t-il affirmé, en examinant le calendrier de notre projet. Des professionnels de l'armée travaillant avec des personnes qui comprennent les exigences de la défense. Et non avec des arrivistes de bureau qui peinent à faire la différence entre une frégate et un sous-marin. 3 mois plus tard, nous signons 2 contrats supplémentaires avec Navcom, pour une valeur cumulée de 400 millions de dollars. De plus, le cours de l'action de Titan avait doublé, et ma participation au capital valait soudainement plus d'1 million de dollars. Pourtant, la véritable satisfaction venait du fait de bâtir quelque chose de concret et d'utile. Lorsque Tommy a reçu sa lettre d'admission à l'Académie navale, j'ai pu signer le chèque des frais d'inscription, sans avoir à me soucier du remboursement de notre prêt immobilier. Lorsque les derniers examens de Lisa ont confirmé qu'elle était en rémission, nous avons pu nous offrir ce dîner de fête dans le restaurant dont nous parlions depuis des années. Quant au nouveau centre de soins de mon père, il dispose d'une aile entière réservée aux vétérans, offrant des repas de meilleure qualité, des activités adaptées, et un personnel qui comprend ce que des hommes comme lui ont traversé outre-mer. Il est plus alerte aujourd'hui, plus présent. Parfois, nous nous asseyons sur la terrasse, et il me raconte des histoires sur le Vietnam que je n'avais encore jamais entendu. « Tu as bien agi, mon fils » m'a-t-il dit lors de l'une de mes visites. Parfois, un homme doit savoir s'éloigner d'une structure bancale, pour pouvoir reconstruire quelque chose qui fonctionne vraiment. Avec le recul, je réalise que Patrick Warren et Lucas Bradley m'ont rendu un fier service. Ils m'ont poussé vers la sortie d'une entreprise qui avait cessé de valoriser la loyauté, l'expérience, et l'intégrité. Ils m'ont dirigé vers des personnes qui comprenaient que la force de caractère compte bien plus que les résultats financiers du trimestre. Le secteur de la défense regorge d'entreprises qui courent après le profit, au point d'en oublier les hommes et les femmes qui construisent concrètement les équipements assurant la sécurité de nos forces armées. Cependant, il existe encore des endroits comme Titan, où les valeurs militaires conservent tout leur sens. Des endroits où une poignée de main reste un engagement ferme, et où 20 ans de service vous ouvrent des portes plutôt que de faire de vous une cible à abattre. La semaine dernière, j'ai reçu un message LinkedIn de la part de Lucas. Il travaille désormais pour un cabinet de conseil, gagnant probablement la moitié de ce qu'il espérait toucher à l'époque. Son message était bref, félicitations pour le succès chez Titan. J'espère que nous pourrons retravailler ensemble un jour. Je l'ai supprimé sans y répondre. Certains ponts, une fois détruits, doivent le rester à jamais. Aujourd'hui, je me rends au travail en sachant que ce que je fais a un sens profond. Les contrats que je négocie contribuent à assurer la sécurité de nos marins.
Les relations que je tisse garantissent que nos forces armées obtiennent le matériel indispensable à leur mission. Et l'équipe que j'ai constituée sait pertinemment que la mission passe toujours avant le reste. Il s'avère que mes vieux réflexes de la marine ont bel et bien sauvé ma carrière civile. Sous les drapeaux, nous avons appris que l'honneur n'est pas un vain mot. C'est la manière dont on se comporte, précisément, quand personne ne nous regarde. Le monde de l'entreprise ferait bien de s'inspirer de cette philosophie.